Le sais-tu? Je crois, il me semble. D'accord. Sauf que moi, je ne pourrais pas dire tout ça. Excellent. Bon, les deux interviennent en tout cas, voilà, c'est ça qui est intéressant à préciser. Dynastie. Ok, bien, il est 9 heures, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous, et en particulier à Brice Lefaux, qui nous rejoint aujourd'hui pour ce nouveau numéro des Cafés d'Histoire de la Société industrielle de Mulhouse. Et on a le plaisir de l'accueillir pour parler avec lui de l'histoire du jardin zoologique et botanique. Et sans plus attendre, je vais lui poser la première question. À propos de la genèse de la création du zoo, qui est inauguré en septembre 1868. Et au cours de l'été, les Mulhousiens ont vu affluer les kangourous, les premiers animaux, ont découvert tous ces animaux exotiques. Donc la première question, voilà, comment ce zoo, ce jardin botanique et zoologique est né, dans quel contexte? Bonjour déjà et bonjour à tout le monde. Je suis très honoré d'arriver à apporter un peu d'éclairage sur cette période de la genèse du zoo. On a retrouvé dans les documents notamment de la Société industrielle de Mulhouse, c'est la Société industrielle de Mulhouse qui est à l'origine du parc zoologique et botanique. Et j'arrive pas à passer mes diapos, je vais essayer de les faire. Voilà. Et en fait, ce sont trois personnes très clés en fait, qui ont vraiment déclenché la création de ce jardin du peuple. C'est ainsi que Charles Thierry Mig l'a nommé. C'est le docteur Kessner, Charles Thierry Mig et puis Henri Effly, Henri Effly qui a été le financeur des premiers 4 hectares achetés par la Société industrielle de Mulhouse. C'est Jean Dollfus qui a offert 4 hectares du Tannenwald à la Société industrielle de Mulhouse pour la création de ce jardin du peuple. Et c'est le docteur Kessner qui est allé voir un peu partout en Europe comment les jardins zoologiques et d'acclimatation se faisaient. L'idée était vraiment d'améliorer les conditions de vie et d'offrir aux ouvriers une augmentation, on va dire, spirituelle et surtout morale et de la bonne santé. Donc, c'est une approche très paternaliste mais philanthropique de la classe ouvrière. Donc, cette genèse est née dès les années 1860. 1868, on inaugure, mais on ouvrira en fait le parc zoologique un peu plus tard, avec notamment l'arrivée effectivement dès le démarrage d'une partie botanique et aussi d'une partie animalière. Les kangourous sont présents dès le départ, les perroquets, et il y a eu un fort attrait en fait dès le démarrage, avec des articles qui montrent la montée dans le Rehberg, qui était encore rural à cette époque, de façon assez épique, c'est assez rigolo. Mais dès le démarrage, en fait, ça a un grand succès populaire. On peut peut-être rappeler aussi au passage que les travaux ont été assez coûteux pour installer ce zoo, puisqu'il a fallu aller chercher l'eau assez en profondeur.
On est sur la colline du Rehberg. Toujours 65 mètres. 67. Ouais, 67 mètres. Ouais. Et par ailleurs, qu'on s'inscrit dans une dynamique un peu européenne de création de grands jardins zoologiques et botaniques. Toutes les grandes capitales européennes se dotent de ces beaux instruments pour la connaissance et puis le délassement de tous. Évidemment, on est en 68. 2 ans plus tard arrive cette guerre de 1870 qui débouche sur l'annexion. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période de l'annexion? Je crois me rappeler que finalement, elle a été plutôt bénéfique au développement, passé la guerre, au développement du jardin. Alors oui, le parc ferme en 1868, il va rouvrir en 1870, il va rouvrir en 1872. Et ce sont toujours, encore une fois, des collectifs qui vont cette fois-ci louer, avoir une location auprès de la Société industrielle de Mulhouse du Jardin du Peuple. Alors, il y a plusieurs sociétés civiles qui vont intervenir. Ils vont investir dans le parc zoologique avec la volonté notamment de développer ce qu'avait commencé notamment Geiger sur la partie horticole et botanique. C'est d'ores et déjà une certitude, c'est que c'est un jardin et botanique et zoologique. Le cercle mulhousien, notamment, va offrir l'accès. Il y a plus de 200 membres. Alors, c'est d'abord des accès privés à travers des membres. Donc, il faut être membre d'un cercle, membre d'une société dite réunion privée pour pouvoir accéder au parc. Mais d'ores et déjà, c'est un engouement assez important. On a, dans les années 1880, fort investissement. Le maire de l'époque, il voit dans ce parc zoologique quelque chose d'important à développer, donc il investit aussi et il pousse à l'investissement, ce qui fait que les os continuent. On a des ours bruns qui sont donnés à ce moment-là par de la noblesse allemande, notamment la princesse, je vais mal le prononcer, j'en suis désolé, Hohenlohe, et on a le coin des roches, des cascades qui se forment. Et c'est en fait en 1893, là il y a un petit basculement, puisque la CIM, c'est la mairie de Mulhouse qui prend la suite, et la CIM échange le parc zoologique et botanique de Mulhouse contre l'école de chimie au niveau des terrains. Et ce basculement continue, en fait, c'est qu'une continuité jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et on voit arriver au cours du basculement du siècle et puis du début du siècle le tram qui monte, un tramway électrique sans rail qui monte jusqu'au parc zoologique, qui part de la place de la République, qui monte jusqu'au parc zoologique. J'en rêve aujourd'hui, au développement durable. On a des concerts avec notamment près de 8 concerts de l'Orchestre symphonique de Mulhouse qui se déroulent quand même dans l'enceinte du parc zoologique. Le parc zoologique crée un gymnase, il y a donc de la musique. C'est vraiment du divertissement avec un symbole de la modernité, parce que je crois que l'électricité arrive rapidement, le téléphone, c'est à la fois un symbole. Exactement, oui. Ville industrielle, un des premiers électriciens de France, Clemcy, qui est présent sur site, fait que l'électrification arrive très très vite. En 1914, le parc zoologique, à la veille de la Première Guerre mondiale, est reconnu nationalement, mais aussi en France comme en Allemagne, et au niveau européen, il est considéré comme un modèle de développement et un modèle de présentation d'animaux de façon très, très marquée. Et malheureusement, la Première Guerre mondiale arrive et vient une nouvelle fois casser cette dynamique. Et il faut attendre le début des années 20 pour que le zoo, le jardin botanique et zoologique, renaisse un petit peu, se développe à nouveau. Oui, alors on a eu, dans cette période de développement, je vous montre là quelques images, quand même la construction de l'auberge aussi du zoo qui a été quelque chose d'incroyable avant la Première Guerre mondiale, donc 1903. On a la bourre aux ours aussi qui marque encore l'histoire parce qu'elle est encore présente. C'était un souhait de la garder en mémoire. Les otaries qui sont déjà présentes en 1906. Au niveau de la Première Guerre mondiale, donc, il y a un basculement, les animaux sont soit abattus, soit dispersés. C'est à Flaxenden, le front est à Flaxenden. Il y a eu des échauffourées à 10 km du parc zoologique. Le parc zoologique est sur une hauteur, donc il est stratégique. Et donc, ça, c'est un vrai souci.
entre deux guerres, arrivée de nouveaux animaux, encore une fois de très nouveaux travaux. Ce qui est certain, c'est que les Mulhousiens sont extrêmement attachés à ce parc et que donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu la guerre et qu'il y a eu des destructions massives et dispersion des animaux qu'on arrête. On reconstruit. Et dès 1920, en fait, il y a de forts travaux qui sont faits avec en 1937 donc un maximum d'affluence avec 137 000 exactement visiteurs. C'est pour l'époque quelque chose d'incroyable. Il faut savoir qu'on n'est pas à l'époque 66 millions de Français. Donc 136 000 visiteurs, c'est un parc qui est extrêmement attractif et qui a toujours été payant d'ailleurs, hein, il faut le préciser, mais qui attire énormément de monde. Et puis après arrive la Seconde Guerre mondiale. Le début, mis à part l'installation d'une batterie d'artillerie sur les parties hautes du parc, le parc s'en tire pas trop mal jusqu'en 1944 avec la bataille de Mulhouse et du Rhin, où là, par contre, les destructions sont massives. Les animaux servent de garde-manger pour certains. Enfin, et là, il y a des demandes de la part, après l'armistice. Les prisonniers allemands font des constructions. J'ai toujours cru que c'était les prisonniers russes de la Première Guerre mondiale. Ce sont les prisonniers allemands de la Seconde Guerre qui font ces fameuses, moi je les appelais les dachas. Ce ne sont pas les dachas, ce sont des chalets qui existent encore aujourd'hui et qu'on va garder, hein, c'est la mémoire. Donc un effort de guerre assez important après-guerre. Et on en arrive donc après ces périodes de destruction, toujours encore une fois, cette idée, donc c'est un peu et on en arrive à cette dernière période, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, finalement une phase de renaissance et de reconstruction. Oui. Et si j'ai bien compris, il y a en gros des projets qui sont élaborés, pensés dans les années 50, à la fois par la mairie et puis par des membres, hein, des élites patronales locales, je pense notamment en Oui. Mais ces projets, finalement, ne vont déboucher sur du concret qu'à partir des années 60. Et le vrai tournant, si j'ai bien compris, Brice, c'est 68, c'est ça? C'est ça, exactement. Des projets, en fait, ils existent. On a fait appel à un grand paysagiste de l'époque, Ferdinand Duprat, qui met en musique et qui a une idée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un master plan au niveau du parc zoologique, mais qui met en musique et l'histoire du parc, puisque le parc est très important en termes d'histoire, mais aussi l'avenir du parc en voulant moderniser, cette notion de modernisation. 1968, c'est le centième anniversaire, c'est un basculement où là, les nouveaux bâtiments comme la singerie, comme l'arène des macaques, mais aussi 1971, ensuite, tout ce qui va concerner les ours polaires avec la zone holarctique, c'est quelque chose, une mode de présentation qui est extrêmement innovant pour l'époque, une filtration qui est unique aussi pour l'époque. On filtrait l'eau du bassin de ces trois bassins. C'était quelque chose, une machinerie qui était incroyable, qui n'a pas marché très bien dans les années 80, mais qui a été à l'époque vraiment très innovatrice. Et il y a un basculement qui est lié aussi à l'aspect éducation. Le parc zoologique donc, était dans le divertissement, dans le fait d'apporter les connaissances. Les plantes étaient étiquetées dès le démarrage, hein, donc il faut voir ça quand même, c'est quelque chose de très fort pour un parc zoologique et botanique. Mais 1960, dans les années 60, arrive aussi le développement avec l'arrivée du premier directeur vétérinaire, et ensuite il n'y a eu que des vétérinaires comme directeur, donc le docteur Pierre Gutknecht, qui a sous sa direction, en fait, se développe tout ce qui concerne l'aspect éducation, donc la signalétique, la petite école du zoo pour ceux qui l'ont connu, mais aussi les aspects scientifiques. On va soigner les animaux, on va faire des radios sur des flamands. Je peux vous assurer que cette photo-là, quand je l'ai vue, j'ai dit c'est pas possible parce que en 1998, quand je suis arrivé dans les parcs zoologiques, il y avait 3 ou 4 parcs zoologiques qui avaient une radio et qui faisaient ce type de choses. Donc, il y avait une avance technologique qui était aussi associée. Et pourquoi? Parce que, comme pour le Muséum national d'histoire naturelle, c'était un scientifique qui était à la tête du parc zoologique. Et je pense que ça a vraiment fait basculer le parc zoologique dans une dimension qui était extrêmement moderne pour l'époque et qui aujourd'hui est complètement actuelle, c'est-à-dire une dimension éducation et une dimension conservation scientifique. Et je crois qu'il y a des collaborations scientifiques qui sont nouées avec des universités très étrangères à ce moment-là. On peut peut-être également évoquer qu'à partir la fin des années 60, on associe les Mulhousiens la Société des Amis du Zoo. Notamment voilà, par la société et puis par un sondage qui, je crois, est fait en 69, dans lequel on demande très concrètement aux Mulhousiens de quelle manière ils voudraient le voir évoluer leur jardin botanique et
zoologiques en quelque sorte. Si on avance un petit peu dans la chronologie, on va arriver à la période la plus contemporaine. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont d'une part les missions fondamentales d'une institution comme celle que tu diriges aujourd'hui, et puis d'autre part, ça sera ma deuxième question, nous donner quelques petites informations concrètes sur les caractéristiques du zoo de Mulhouse aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, moi, en vrac, hein, combien d'espèces, Ouais. quel métier du côté des gens qui y travaillent, voilà. Eh bien, aujourd'hui, le parc zoologique et botanique de Mulhouse, c'est l'héritage des années 80. Donc, il faut que je le dise, que le docteur Lernoux, qui a été directeur du parc zoologique à partir de 1976 jusqu'en 2005, puis le docteur Pierre Moisson, ont tous deux en fait développé des collaborations universitaires, mais dans le monde entier. Et on a passé des conventions avec le gouvernement malgache, on a passé des conventions avec on a créé les premiers programmes européens d'élevage. Ceci pour bien comprendre que si aujourd'hui on est à cette position et on a une position stratégique et importante au niveau de la conservation en parc zoologique des espèces menacées, c'est lié à ce développement qui est né donc dans les années 60, qui s'est développé dans les années 80 sous l'égide donc du docteur Lernoux. Et c'est l'héritage de ces collections-là qu'on voit arriver aujourd'hui. Ce qui a changé dans dans les années, on va dire, 2010, c'est la notion d'attractivité pour l'agglomération mulhousienne. On est devenu donc un site de Mulhouse-Alsace agglomération. On est le premier site touristique du Haut-Rhin aujourd'hui, le troisième d'Alsace après le Haut-Königsbourg et Batorama à Strasbourg. Et on reçoit à peu près 325 000 à 400 000 visiteurs par an. Ce n'est pas du tout anodin quand on sait que l'attractivité mulhousienne n'est pas celle de Paris, celle de Marseille, celle de Nice. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour le territoire. Et c'est sur les 325 000 visiteurs, une grande majorité sont des visiteurs du Haut-Rhin. La renommée scientifique, elle, par contre, du parc zoologique, traverse les océans, puisqu'on est reconnu et on échange des animaux avec le Canada, aussi bien avec toute l'Europe, puisqu'on est très impliqué dans tout ce qui est le fonctionnement de l'Association européenne des parcs zoologiques. On a développé des partenariats, notamment en termes aujourd'hui, on gère 8 programmes de conservation d'espèces menacées, 3 de lémuriens. Quelles sont justement ces espèces, les lémuriens, oui. Lémuriens, donc le lémurien aux yeux turquoises, sans le parc zoologique, il faut que je fasse cette parenthèse et elle est importante, mais elle va être percutante. Sans le parc zoologique et botanique de Mulhouse, qui a monté en 1984 un consortium à son initiative pour aller faire de la recherche et de la protection de ce lémurien à Madagascar, pour y être allé plusieurs fois. Aujourd'hui, ce lémurien n'existerait plus dans la nature. Le lémurien aux yeux turquoises, le singe Holloway, ce sont deux espèces qui, s'il n'y avait pas eu le parc zoologique et botanique de Mulhouse, auraient disparu de la nature. C'est quelque chose qu'il faut comprendre dans l'évolution du temps. L'érosion de la biodiversité, le parc zoologique et botanique en parlait déjà dans les années 70-80. Aujourd'hui, maintenant tout le monde le sait, mais ce n'est pas quelque chose que nous découvrons nous. On agit depuis plus de 40 ans maintenant. On est parmi les premiers parcs zoologiques leaders en France à avoir agi dans la nature et dans les parcs zoologiques. Ces trois lémuriens, donc le rubriventaire, le ventre roux et puis le couronné, les deux gibbons concolores, donc gibbon à favori blanc du nord et gibbon à favori roux du sud, le singe Holloway, le wallaby des rochers du sud de l'Australie et le capucin à poitrine jaune. Ces espèces-là, en fait, sont gérées par 3 coordinateurs qui font partie d'une équipe qui a été fondée cette année, une équipe de conservation avec l'arrivée d'un biologiste de population. C'est unique en France. Il n'y en a pas beaucoup dans les parcs zoologiques européens. Elle ne fait que ça, que de la biologie de la conservation au niveau de la gestion de population. Donc, cette équipe de conservation est l'avenir du parc. L'avenir du parc, c'est aussi son développement. Aujourd'hui, on recherche à faire des enclos qui sont mixtes. On est à l'opposé de ça, de ce qu'on a pu voir. En 1976, les derniers chimpanzés quittent le parc. C'est un héritage que je n'assume pas personnellement, parce que je cautionne absolument pas. Donc aujourd'hui, ces enclos mixtes, ils visent non pas à reconstituer un environnement sauvage qui est inconnu de tous, mais ils visent plutôt à montrer ce que la biodiversité représente. Ce sont les interconnexions, ce sont le fait qu'il y ait des espèces qui partagent un même habitat, et c'est cet ensemble-là qu'il faut protéger. Et les actions de conservation, c'est 21 programmes de conservation dans le milieu naturel qu'on soutient financièrement, soit à travers des dons privés, soit à travers, et c'est extrêmement important de le noter, à travers
des subventions de recherche qui sont données par Mulhouse-Alsace Agglomération. Ce qui veut dire qu'on a quand même 273 000 habitants qui sont capables de donner, ce n'est pas des grands montants, certes, 2 000 euros, à des programmes de conservation de lémuriens, de gibbons, d'oiseaux qui sont en voie de disparition dans le milieu naturel à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui, symboliquement et en valeur sociétale, est extrêmement fort. Et ça montre la puissance du parc zoologique. C'est il y a 273 000 habitants derrière lui. C'est le parc zoologique d'une agglomération. Et cet héritage-là, par contre, il est très fort. Et le côté qu'on soit public aussi, je vous parlais des 400 000 visiteurs. On reçoit toutes les personnes de plus de 65 ans gratuitement, toutes les écoles du Haut-Rhin gratuitement. On a un partenariat avec l'Éducation nationale qui nous permet d'avoir un professeur de SVT 6 heures par mois mis à disposition pour pouvoir aider l'équipe pédagogique à faire en sorte que son programme soit en parfaite adéquation avec le programme de l'Éducation nationale. Donc, toute cette dimension sociale qu'a le parc zoologique, elle peut aussi se lire à travers nos week-ends d'animation qui ont pour viser la mission du pôle européen de conservation et de connaissance que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes un pôle européen de conservation et de connaissance qui a pour viser donc à faire changer les comportements de nos visiteurs. C'est vraiment l'objectif ultime qu'on a, mais pas de façon négative, de façon positive en amenant toutes ces personnes. Merci. Et combien de… Alors, tu l'as peut-être dit, mais ça m'a peut-être échappé. Combien de personnes travaillent aujourd'hui actuellement au zoo? Et c'est quoi la diversité des métiers? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une grande amplitude. Oui. On est 65 collaborateurs répartis en 16 métiers différents. Ça va du menuisier, électricien, soigneur animalier, vétérinaire, biologiste de la conservation, secrétaire, comptable, chargé d'administration, personnel d'accueil, menuisier, j'ai déjà dit. Mais ces métiers, sans ça, on ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas, le parc zoologique. Sur les 172 espèces, il y en a 86 qui sont concernées par les programmes de conservation, je ne l'ai pas dit. Et on a 1200 animaux. Ça nous situe, et c'est ça qu'il faut regarder, on est un parc moyen en taille au niveau français, pareil au niveau européen. Par contre, en termes d'affluence, on est parmi les 10 premiers. Et en termes de réputation scientifique et en termes de rôle dans la conservation des espèces, là, vous êtes largement au-dessus de la taille, en fait. Oui. Après, il y a différents… L'étudiante que j'encadre une thèse sur les actions de conservation des parcs zoologiques français pour justement avoir une image sociologique et socio-économique de ces actions de conservation. On se situe dans le peloton de tête, évidemment. Maintenant, on ne peut pas, et je pense que c'est très intéressant de noter que les parcs zoologiques qui gagnent beaucoup d'argent, c'est eux qui contribuent le plus à la conservation en termes financiers. Avec un zooparc de Beauval qui est le premier contributeur et de très très loin à des programmes de conservation. Nous, notre expertise, elle est moins financière, puisque c'est quand même de l'argent que soit nous récoltons encore une fois de fonds privés, et il faut remercier la Société des Amis du Zoo, qui nous a toujours accompagnés dans les années 80 pour tous ces enclos. Mais aujourd'hui, si on arrive à faire des projets, c'est grâce à eux, et notamment cette aide pour les programmes de conservation, c'est vraiment grâce à eux. Donc, des dons privés qui sont soutenus par la Société des Amis du Zoo, et puis des dons, les subventions de recherche. En gros, ça représente à peu près 30 000 euros par an qui sont distribués à des programmes de conservation. Mais notre expertise, elle est surtout technique. Encore une fois, nos formations de vétérinaires, on va aider sur des missions de capture pour que la capture soit la plus soft possible dans les cas de recherche ou de translocation d'animaux. On fait de la formation auprès des universités à Madagascar, ou encore on va expertiser des programmes en Côte d'Ivoire. Donc, ce déplacement des équipes techniques et des équipes scientifiques du parc sont importantes. Aujourd'hui, il y a deux grands pôles qui sont en fort développement. C'est la conservation, donc je l'ai dit avec cette équipe de conservation qui est née, les programmes de réintroduction. C'est très clair aujourd'hui. Si on écoute la Convention sur la biodiversité et notamment le cadre de post-2020 qu'on nous demande de faire, on est nous-mêmes experts auprès de l'IUCN, donc l'Union pour la conservation de la nature, où on nous demande d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour la restauration des écosystèmes. Il ne suffit plus de réduire l'érosion de la biodiversité, il faut maintenant restaurer. Donc cette notion-là, les parcs zoologiques jouent un rôle fondamental puisqu'on est une assurance et en même temps, on doit pouvoir faire de la réintroduction. Le deuxième point… Je vais devoir te couper parce que le temps passe. Oui, et puis surtout, je voulais évoquer, juste avant qu'on passe aux questions, l'avenir avec notamment, je crois, un ouvrage que tu peux tout à fait sympa, merci. Très prochainement. Et j'aimerais bien que tu le présentes en 2 mots, puis après, on passe aux questions.
Alors, c'est un très beau livre qui n'est pas cher du tout et que j'ai écrit, en fait. C'est un livre personnel. Sauvons les primates. Pardon? Sauvons les primates, c'est le titre. Sauvons les primates, voilà, qui a été illustré par Jean Wallenschneider, un artiste local, designer, mais aussi très, très beau dessinateur. Et donc, cet ouvrage concerne en fait mon parcours dans la primatologie. Et vous y retrouverez les idées que je défends pour le parc zoologique en termes de conservation. Les 2 tiers du livre sont les solutions qui existent, qui ont existé, qui existent et qui existeront demain. Et on doit être tous cet acteur de la sauvegarde des primates et de la biodiversité. On va tous acheter ce livre et peut-être y aura-t-il une séance de présentation, de dédicace aux zoos. Alors, Librairie Bizet, pour la première dédicace, ça sera Librairie Bizet, qui est partenaire de long terme avec le parc, le 30 octobre. Bon, on le note sur nos tablettes. Mais en tout cas, merci pour cet enthousiasme et puis pour tout ce que tu nous racontes qui est passionnant sur l'histoire de cette institution qui est le zoo de Mulhouse. Alors, il est temps de passer à quelques questions. Et alors, il y en a une qui a été posée au tout début de ton intervention qui concerne les liens généalogiques de la famille, enfin de Jean Dollfus et de la famille Thierry-Migue. Alors, sur Jean Dollfus, on peut juste peut-être rappeler qu'il a été maire de Mulhouse dans les années 60, après la mort de Joseph Queclin-Schlumberger, et qui va être maire de Mulhouse jusqu'en 1869. Il y a une deuxième question qui est arrivée entre-temps, qui concerne une question de René Tessier sur le dérèglement climatique. Du fait du dérèglement climatique, quelles sont les espèces menacées en premier et quels sont les projets de conservation? Donc, les espèces menacées prioritairement par le réchauffement climatique. Alors, le changement climatique, ce n'est pas le réchauffement, mais le changement climatique menace toutes les espèces. C'est un facteur aggravant en fait, de la disparition des espèces et qui majore la probabilité d'extinction. Si on prend l'exemple des ouragans, par exemple, et des phénomènes climatiques et des catastrophes naturelles, il y a toujours eu des feux en Australie. Il y a toujours eu des feux d'Australie. Le feu de brousse, tout le monde savait que ça existait. Et c'était toujours la même période. Sauf que là, c'est des méga-feux. Il y a toujours eu des feux en Californie, sauf qu'aujourd'hui, c'est des méga-feux. Il y a toujours eu des ouragans en Caraïbes, sauf qu'aujourd'hui, c'est plusieurs par an et qui détruisent à chaque fois. Donc ça fragilise. Et si je prends l'exemple d'une population de primates, je peux vous donner un exemple. Sur la destruction d'une forêt, la population de primates a chuté de 80%. C'est-à-dire que vous aviez 100 individus, il en restait 20 au bout de l'ouragan. Et la population n'est revenue à 100 que 10 ans après. Imaginez que ça, c'était dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a un ouragan, plus un ouragan, plus un ouragan. Donc, ça n'arrête pas. Madagascar, c'est la désertification qui est en train de s'opérer, le même phénomène que le Sahel. Plus de forêt, parce que tout a été déforesté. Donc, plus de précipitations. La forêt retient les nuages, permet les précipitations. Donc, plus de forêt, plus de précipitations, sécheresse, ça aggrave. Changement changements climatiques égale changement des courants marins, c'est le principal phénomène. Et donc, le canal du Mozambique fait que les nuages ne passent plus par là. Il n'y a plus de précipitations. Et donc, on se retrouve avec des régimes de sécheresse. Le Madagascar a toujours connu période sèche, période humide dans le nord-ouest. Et aujourd'hui, la période sèche est de plus en plus longue et la période humide, elle est de plus en plus courte et de plus en plus intense. Ce qui fait que, je prends l'exemple de l'année dernière, on a dépensé notre argent à aller sauver des gens. Parce qu'on a prêté notre bateau à cause des inondations massives qui ont inondé des villages dans le parc national. Donc, on a toutes enfin, ce n'est pas notre équipe, mais l'équipe de l'AECL à Madagascar a été mobilisée, les 16 agents, pour aller sauver des gens, pas pour sauver les lémuriens. Très bien, merci. D'autres questions? Alors, autre question. Dans les espèces échangées, sont-elles toutes nées dans des zoos? Y a-t-il encore des échanges avec des animaux qui ont vécu en milieu sauvage? Aujourd'hui, très clairement, aujourd'hui, moi, ça fait 21 ans que je travaille dans les parcs zoologiques, je n'ai jamais pris un animal dans la nature pour le ramener dans un zoo. C'est quelque chose qui surprend les gens. Quand je vais dans le milieu naturel, tout le monde me dit « Qu'est-ce que vous êtes allé chercher ?» Mais rien du tout. C'est le contraire qu'on fait. Il y a des animaux, les derniers qui sont arrivés dans les populations européennes. Alors, les tout derniers, ça existe encore. Il y a encore des prélèvements de poissons, de certains reptiles, de certains amphibiens complètement légaux et qui permettent, sur des espèces qui ne sont pas menacées, donc de pouvoir faire des présentations. Au parc zoologique et botanique de Mulhouse, on a une charte de traçabilité
qu'on a prises il y a maintenant 5 ans et qui détermine que nous, en tout cas, on s'engage à ne prendre jamais d'animaux dont ces animaux ou les parents auraient été prélevés dans la nature, quel que soit le statut de conservation et quel que soit le statut légal, heureusement. Donc, tous les animaux qui sont présents, on a encore des animaux qui sont, par exemple, si on prend Circé, la jeune attelle, elle est née en 1968, c'est la plus vieille de sa population. Et en 1968, elle est arrivée de la nature à l'âge d'1 an ou 2 par des marchands d'animaux à l'époque. Depuis donc l'application de la Convention de Washington, donc de la CITES en 1978, c'est interdit, et heureusement, notamment sur les espèces menacées. Et encore une fois, le parc zoologique va encore plus loin puisqu'il s'interdit de le faire. 99% de nos animaux présents ici sont de première, deuxième, troisième, voire quatrième, cinquième génération. Des rhinocéros noirs, aujourd'hui, si vous en trouvez en Europe, ils sont de septième génération. Ils sont arrivés dans les années 60. Et donc, les animaux qui sont présents au parc zoologique ne sont pas les animaux sauvages qu'on retrouve dans la nature. On ne pourrait pas prendre un ours polaire au Groenland, le ramener ici, il mourrait de chaud. Et on ne peut pas prendre nos ours polaires et les amener au Groenland, ils mourraient de froid. Les animaux se sont adaptés. On a une forme d'adaptation. On a des animaux certes sauvages, mais qui sont en parc zoologique. Ce sont des cousins des animaux sauvages. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse. Ce n'est pas très historique, mais c'est biologique. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. Et peut-être on a le temps pour une toute dernière question. Il est presque 9h30, mais pas tout à fait. Je ne vois rien. Je ne vois rien apparaître sur mon écran. Comment soutenir le zoo aujourd'hui ? Ah, ça, c'est une très, très bonne question. Comment participer à cette belle entreprise et vous aider finalement? Il y a 2 façons. Je pense que la première, c'est de suivre de venir nous visiter. C'est en nous visitant que vous nous aidez le plus. Les abonnés, ceux qui payent leurs billets sont des gens qui nous permettent, nous, derrière, de pouvoir nous occuper des animaux au mieux. J'ai laissé cette dernière slide pour bien insister sur le fait que le bien-être animal a toujours été quelque chose d'important, mais aujourd'hui, on devient aussi, on met une grosse emphase dessus et on devient même formateur pour d'autres parcs zoologiques. Pardonnez-moi, il y a donc aussi la notion donc, de visite et la notion de don. On a des grandes familles mulhousiennes, mais aussi des clubs tels que les Rotary, etc., qui nous aident pour pouvoir rénover le parc zoologique. Le parc zoologique a 153 ans. On a 1884, donc le réseau d'eau date de 1884. Vous pouvez réaliser qu'il y a des problèmes parfois. Il y a quelques travaux à faire, oui. Voilà. Et on a de nombreux mécènes. Il faut les remercier. Les mécènes qui accompagnent le Mulhouse-Alsace Agglomération, qui nous soutient, enfin les Mulhousiens, sachez-le, le territoire de Mulhouse soutient son parc zoologique. Mulhouse-Alsace Agglomération investit 12 millions d'euros dans le projet de l'Horizon Afrique. C'est quelque chose qui est exceptionnel et il y a toujours eu ce soutien très fort donc, de la part du territoire de Mulhouse pour son parc zoologique. Donc, soutenir aussi ce territoire permet de soutenir le parc. Et puis, vous pouvez faire des dons individuels, donc pas à mon nom, parce que ça ne marche pas, mais soit donc au parc zoologique ou à la Société des Amis du Zoo, qui sont aussi à la recherche de nouveaux membres. Ils ont une vraie dynamique qui a été initiée. Et puis, c'est une équipe qui est fort sympathique et qui nécessite aussi qu'on adhère à cette société. Très bien, merci beaucoup Brice. Tout cela est passionnant et vraiment, on a beaucoup appris ce matin sur le fonctionnement de cette institution qui nous est chère à tous, le zoo de Mulhouse. Bien, il est temps de conclure puisqu'il est 9h30. Je te remercie beaucoup. Je remercie tout le monde, hein, tous ceux qui se sont connectés ce matin. Et je rappelle qu'il y a une prochaine… D'abord que vous pouvez retrouver en replay sur la page Facebook de la CIM la séance de ce matin. Et je rappelle également que la prochaine séance aura lieu… j'ai oublié la date, je crois au mois de novembre. Non, le 18 novembre, le jeudi 18 novembre, c'est ça. Et la thématique sera l'histoire du musée de la Cité du Train. Voilà, de la Cité du Train. Autre thème passionnant et cher aux Mulhousiens. Merci. J'aimerais juste, si je peux, oui. Je te laisserai le dernier mot. Remercier énormément Natacha et la Société industrielle de Mulhouse pour offrir ces éditions, c'est fantastique. Et puis remercier Marie Basnard qui a réalisé le diaporama pour le parc zoologique. Voilà. Merci. Et bien sûr toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était passionnant. Au revoir.